Bienvenue dans Charmed, l'envers du sortilège, le podcast qui explore en profondeur les secrets, les coulisses et la véritable histoire de la série culte des années 90 qui a marqué toute une génération. Installez-vous confortablement dans votre canapé ou alors prenez un café et faites votre ménage et mettez le volume à fond parce que vraiment, cette semaine, je suis heureux de vous faire partager cet épisode. C'est l'épisode préféré de la saison 1 que je regarde souvent. C'est Les Sorcières de Salem. Alors vraiment, écoutez-moi. Donc aujourd'hui, on plonge dans un épisode absolument essentiel de la première saison de Charmed. L'épisode 9 intitulé, comme dit précédemment, La Sorcière de Salem. Ou en version originale, The Witch is Back. Diffusé pour la première fois le 16 décembre 1998 sur la chaîne américaine Warner Bros. Un épisode écrit par Sheryl Anderson et réalisé par Richard Denault. Et si cet épisode peut sembler au premier abord un épisode classique, avec un démon ou un sorcier à combattre, il en est en réalité beaucoup plus important que ça. Car pour la première fois dans la série, les scénaristes vont introduire un élément fondamental qui va structurer toute la mythologie de Charmed pendant les 8 saisons. L'origine des pouvoirs des sœurs Halliwell. Jusqu'à cet épisode, la série nous montre 3 sœurs qui découvrent progressivement leurs pouvoirs. Télékinésie pour Prue, arrêt du temps pour Piper et prémonition pour Phoebe. Mais réellement, expliquer d'où vient cette magie. Et c'est précisément ce que cet épisode va changer. Pour la première fois, la série remonte dans le passé. Et plus précisément en 1692, en pleine période des procès des sorcières de Salem, pour introduire un personnage clé, Melinda Warren, l'ancêtre direct des sœurs, considérée comme la première sorcière de leur lignée. Dans cet épisode, on apprend que c'est celle qui est à l'origine du fameux pouvoir des 3. Et surtout, que la magie des 3 sœurs Halliwell n'est pas un hasard, mais un héritage transmis de génération en génération. Autre élément fondamental qui introduit ici la notion que leurs pouvoirs peuvent être copiés. Le sorcier Matthew Tate, antagoniste de l'épisode, possède une capacité particulièrement dangereuse. Il peut absorber ou reproduire le pouvoir des sorcières, ce qui en fait une menace bien plus importante que les ennemis rencontrés jusqu'à là. Et ça, c'est un détail vraiment très important. Car c'est vraiment la première fois que la série montre que les pouvoirs des sœurs peuvent être vulnérables. Enfin, cet épisode marque aussi une évolution majeure pour Phoebe. C'est la première fois qu'elle a une vision du passé et non du futur. Une progression officielle de son pouvoir qui ne vient pas d'une influence maléfique, mais de sa propre évolution. Autrement dit, on n'est plus dans un simple épisode indépendant. On est dans un épisode fondateur. Un épisode qui introduit la mythologie familiale, qui pose les bases des règles magiques, ainsi qui commence à construire une continuité narrative. Et c'est justement parce que cet épisode relie le passé et le présent qu'il mêle tragédie historique, héritage familial et danger immédiat, tout en introduisant un antagoniste capable de voler
les pouvoirs des sœurs et une ancêtre qui va littéralement traverser les siècles pour les aider. Que l'on comprend qu'on ne va pas simplement assister à une aventure isolée, mais bien à un moment charnière de la série. Ce qui nous mène maintenant à entrer en profondeur dans le récit complet et détaillé de cet épisode. L'épisode s'ouvre sur une scène marquante et extrêmement importante. On est plongé directement dans le passé en pleine période du procès des sorcières de Salem. Melinda Warren est enfermée dans une cellule. Elle attend son exécution. Un homme entre, du nom de Matthew Tate. Et tout se joue dans ce dialogue. Melinda lui dit « Pourquoi m'as-tu trahi ?» Matthew lui répond « C'était le seul moyen de partager tes pouvoirs. » On comprend immédiatement une chose essentielle. Matthew n'est pas un simple ennemi, c'est un ancien amant. Il l'a manipulée, séduite, puis dénoncée pour protéger sa propre nature de sorcier. Mais Melinda, elle, a anticipé le fait. Elle lui tend le pendentif qu'il lui avait offert à une époque et déclenche un piège magique. Elle récite un sort et Matthew est aspiré directement dans le médaillon. Cette scène pose tout le cœur de l'épisode. On va y trouver dans cette scène la trahison, la transmission des pouvoirs ainsi que la naissance de la lignée. Et surtout, elle introduit une règle magique majeure. Un sorcier peut copier les pouvoirs d'une sorcière. Scène numéro 2. Retour en 1998. Prue accompagne Rex à une vente aux enchères. Il lui demande d'examiner un ancien pendentif. Prue, fidèle à son caractère curieux, l'ouvre. Et là, erreur fatale. Matthew Tate est libéré après 300 ans de captivité. Ce moment est typique de la saison 1. Les sœurs déclenchent souvent le danger sans le vouloir. Mais ici, ce n'est pas un démon classique. C'est un ennemi directement lié à leur passé. Matthew attaque immédiatement Prue. Elle utilise sa télékinésie pour se défendre. Et là, un twist majeur. Matthew dit « Je peux partager ton pouvoir, mais toi, tu ne peux pas partager le mien. » Il vient de copier son pouvoir. C'est la première fois dans la série qu'un ennemi apprend des pouvoirs. Il devient immunisé contre eux et retourne aussi la magie contre les trois sœurs. Cela rend Matthew quasiment invincible à ce stade. Les sœurs analysent la situation avec le livre des ombres. Phoebe a une vision. Et c'est crucial. Pour la première fois, elle voit le passé. Elle assiste à la scène entre Melinda et Matthew. Analyse vraiment très importante que je vais vous partager. C'est une évolution officielle de son pouvoir. Ce n'est pas une vision influencée par un démon, c'est une progression naturelle. Phoebe alors devient un lien entre passé et présent. Face à un ennemi trop puissant, les sœurs prennent une décision inédite. Invoquer leurs ancêtres. Donc Melinda Warren, elles n'ont plus le choix. Elles réalisent un rituel du livre des ombres avec des ingrédients précis. Leur livre leur précise qu'il faut ajouter du romarin, du cyprès ainsi que du sang pour pouvoir l'invoquer. Le sort fonctionne.
Melinda Warren apparaît vivante, en chair et en os. Et ses premiers mots sont « Soyez bénis ». C'est la première apparition d'un ancêtre dans la série. La magie devient intergénérationnelle. Plus tard, dans la série, dans l'épisode, les sœurs habillent Melinda avec des vêtements modernes pour qu'elle passe inaperçue. Elle découvre le monde moderne, mais surtout, elle explique la vérité. Matthew peut copier les pouvoirs et une fois copiés, ils deviennent inefficaces contre lui. La seule solution, le piéger à nouveau dans le médaillon. Melinda n'est pas juste une aide. Elle est plus expérimentée que les sœurs. Elle comprend les règles de la magie mieux qu'elle. Matthew rencontre Rex et Anna. Ils s'allient pour retrouver les sœurs. C'est un élément très important encore. La série mélange menaces magiques et manipulation humaine. Et Rex et Anna sont déjà en train de tirer les ficelles. Pendant ce temps, Piper hésite à inviter Léo à sortir. Ce détail peut sembler léger, mais il est crucial. C'est le début d'une des plus grandes histoires d'amour de la série. Melinda propose de recréer le sort du pendentif. Matthew tente de tuer les sœurs avant. Il possède désormais plusieurs pouvoirs. La télékinésie, le pouvoir de prémonition de Phoebe, ainsi que la téléportation. Il devient une version corrompue des sœurs. C'est littéralement leur miroir maléfique. Ainsi, dans l'affrontement final, les sœurs réussissent à le piéger. Melinda relance le sort. Matthew est à nouveau enfermé dans le médaillon. Analyse très importante. Il n'est pas détruit. Il est condamné seulement à une éternité de souffrance. Mais c'est déjà bien. C'est une punition pire que la mort. Avant de repartir, Melinda a une vision du futur. Elle voit les générations futures des sorcières de sa famille. Et elle comprend que sa lignée survivra. C'est un moment fondamental. Elle devient consciente de l'héritage qu'elle a créé. Anecdote vérifiée importante. Cet épisode marque une première officielle de toute la série. C'est la première fois que Phoebe a une vision du passé. Et c'est aussi la première évolution naturelle d'un pouvoir chez les sœurs. Ce détail est très crucial car il montre que les pouvoirs évoluent avec l'expérience et pas seulement sous influence magique extérieure. Cet épisode est donc bien plus qu'un simple épisode. Il introduit Melinda Warren, il établit la lignée magique, il montre que les pouvoirs peuvent être copiés par des démons ou des sorciers, et il fait évoluer Phoebe. Et c'est précisément parce que cet épisode construit un pont entre le passé tragique de Melinda Warren, leur ancêtre, et le présent encore fragile des sœurs Halliwell, et un futur déjà annoncé à travers les visions et l'héritage magique, tout en introduisant un ennemi capable de retourner leur propre pouvoir contre elles. Et que l'on comprend que les récits n'est pas simplement une histoire autonome, mais une pièce essentielle du puzzle global de la série. Ce qui nous amène naturellement à nous intéresser maintenant aux coulisses de cet épisode et aux choix de production qui ont façonné ce moment clé.
Avec cet épisode, Charmed introduit officiellement Melinda Warren, un personnage absolument fondamental. Selon la série, Melinda est une sorcière exécutée lors des procès de Salem en 1692. Et elle est représentée comme l'ancêtre direct de la lignée des sœurs Halliwell. Elle possède déjà les 3 pouvoirs que l'on retrouvera chez les sœurs. La télékinésie, l'arrêt du temps, ou l'équivalent, et les prémonitions. Ce point est essentiel et confirmé dans l'épisode lui-même. La lignée ne crée pas les pouvoirs, elle les transmet. Analyse, cela signifie que le pouvoir des 3 n'est pas une coïncidence. C'est un héritage magique structuré, pensé dès l'origine du lore de la série. Et surtout, Melinda prononce une prophétie clé mentionnée dans la série. Une lignée de sorcières deviendra de plus en plus puissante, jusqu'à atteindre un sommet. Cette idée va structurer toute la série. Je dis bien vraiment toute la série. L'épisode se base directement sur un événement historique réel, les procès des sorcières de Salem. Dans la réalité, 1692, Massachusetts, plusieurs personnes accusées de sorcellerie, ainsi que des exécutions, principalement par pendaison. La série reprend ce contexte, mais le transforme à sa manière. Dans Charmed, Salem devient un symbole de persécution, une origine mythologique, ainsi qu'un traumatisme fondateur. Melinda Warren incarne une double figure. Historique, victime des procès, la mythologie, fondatrice d'une lignée magique. Ce mélange est volontaire. Il permet à la série de créer une légitimité émotionnelle et historique. Pour Matthew Tate, un antagoniste symbolique. Le personnage de Matthew est particulièrement intéressant. Ce n'est pas un démon classique. C'est un humain devenu sorcier. Mais c'est un traître principalement et un manipulateur. Et surtout, il possède un pouvoir unique dans la saison 1. Il peut copier les pouvoirs des autres. Ce pouvoir n'est pas anodin. Il symbolise plusieurs choses. La trahison intime. Il a tout d'abord séduit Melinda pour lui voler sa magie. Ainsi que la perversion du pouvoir. Il ne crée rien, il vole. Et pour finir, le miroir des sœurs. Il devient une version corrompue d'elle-même. C'est vraiment une menace psychologique autant que magique. L'un des points les plus importants de l'épisode concerne l'une des 3 sœurs, Phoebe Halliwell. Dans cet épisode, elle a une vision du passé. Ce point est canon dans la série. Ce n'est pas une possession, ce n'est pas une influence magique externe, c'est une évolution naturelle. Cela introduit une règle fondamentale. Les pouvoirs évoluent avec l'expérience, l'émotion, mais aussi la maîtrise. Et ça va devenir un principe clé de toute la série, vous verrez bien. Cet épisode établit plusieurs règles importantes. Les pouvoirs peuvent être copiés, du coup, comme dit précédemment, confirmés avec Matthew. Mais aussi, les ancêtres peuvent être invoqués. C'est vraiment une toute première apparition des fantômes, mais du coup avec Melinda. Ainsi que la magie a vraiment une mémoire. Le passé influence le présent. Les sorts peuvent être recréés.
On voit bien que dans la série, surtout dans cet épisode, les sœurs reproduisent le sort de Melinda. Ces règles sont utilisées dans les saisons suivantes, bien évidemment, mais aussi les arcs narratifs majeurs. C'est un épisode fondateur sur le plan du système magique. Malgré son importance, l'épisode présente quelques limites connues. Le niveau de pouvoir de Matthew. Il devient très puissant très rapidement. Sa facilité de l'invocation. L'invocation de Melinda semble simple pour un acte aussi majeur. Et règles encore floues. La série est encore en construction. Ces éléments ne sont pas des erreurs, mais plutôt des signes que la mythologie est encore en train d'être définie. L'épisode suit une structure très précise. Le passé tragique, ainsi que la libération du mal, la compréhension des invocations, ainsi qu'une transmission, et pour finir, la résolution du problème. Cette structure deviendra un modèle pour de nombreux épisodes futurs. C'est un template narratif de Charmed. Cet épisode parle en réalité de l'héritage familial, de la transmission des pouvoirs au fur et à mesure des générations, ainsi que de la mémoire et de l'identité. Melinda représente le passé, les sœurs représentent le présent et la prophétie représente le futur. C'est un épisode sur le temps, pas juste magique, mais générationnel. La sorcière de Salem n'est pas seulement un épisode important. C'est un épisode qui définit la lignée, les règles, la mythologie et l'évolution des pouvoirs. Il transforme Charmed en saga. Et c'est justement parce que cet épisode ne se contente pas de raconter une simple confrontation entre des sorcières et un ennemi, mais qu'il construit en profondeur les bases mythologiques de toute la série, en mêlant histoire réelle, héritage familial, ainsi que l'évolution des pouvoirs et des règles magiques encore en formation, tout en laissant apparaître certaines limites propres à une série en pleine construction. Que l'on comprend que derrière cette richesse narrative se cachent également des choix de production, des contraintes techniques et des décisions artistiques prises en coulisses. Ce qui nous amène naturellement à plonger maintenant dans les secrets de tournage et les anecdotes liées à la création de cet épisode. Lorsque cet épisode 9 de la saison 1 de Charmed est tourné à la fin de l'année 1998, la série est encore loin d'être la machine huilée qu'elle deviendra par la suite. Et il est bien essentiel de comprendre que toute l'équipe, des scénaristes aux réalisateurs, en passant par les acteurs et les techniciens, est encore en train de définir les règles, les limites et surtout l'identité même de cette série. Ce qui explique pourquoi cet épisode, pourtant fondamental dans la mythologie, présente encore certaines hésitations dans sa mise en scène, dans ses effets visuels et dans la cohérence globale de son univers magique. À cette époque, la série est produite pour la chaîne Warner Bros, avec des contraintes de budget et de temps très strictes. Ce qui signifie concrètement que chaque épisode est tourné en quelques jours seulement. Souvent entre 7 et 8 jours, presque une semaine, l'équivalent d'une semaine, avec très peu de marge pour corriger ou refaire certaines scènes.
ce qui va directement influencer la qualité de certains effets ou la précision de certaines séquences. Et c'est cette pression constante de production va justement se ressentir dans plusieurs aspects très concrets de l'épisode. L'un des éléments les plus intéressants dans cet épisode concerne la reconstruction de Salem en 1692. Car contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit pas d'un tournage en extérieur historique, mais bien d'une reconstitution en studio, avec des décors limités, des éclairages sombres et une mise en scène volontaire théâtrale. Ce choix n'est pas simplement artistique, il est aussi économique. Créer un village du XVIIe siècle réaliste coûte extrêmement cher et la production de la série Charmed à ses débuts ne dispose pas encore du budget nécessaire pour ce type de reconstitution détaillée. Ce qui explique pourquoi les scènes de Salem sont peu nombreuses ainsi que les décors qui sont restreints. Mais aussi l'ambiance qui repose énormément sur la lumière et les jeux des acteurs. Ce qui est intéressant ici, c'est que ces contraintes vont finalement jouer en faveur de l'épisode, en renforçant son côté oppressant et dramatique. En 1998, les effets spéciaux utilisés dans la série sont encore en pleine évolution. Et Charmed fait partie des productions qui expérimentent beaucoup. Dans cet épisode, plusieurs effets importants sont utilisés. L'aspiration de Matthew dans le pendentif, la copie des pouvoirs, ainsi que l'apparition de Melinda Warren. Ces effets sont réalisés en grande partie en post-production avec des techniques numériques encore rudimentaires comparées aux standards actuels. Et cela se voit. Certaines transitions sont abruptes. Certains effets manquent de fluidité et l'interaction entre les acteurs et les éléments magiques n'est pas toujours parfaitement synchronisée. Mais là encore, il faut comprendre une chose essentielle. Ces effets étaient à l'époque totalement innovants pour une série hebdomadaire. Dans cet épisode, on retrouve le trio principal, Shannon Doherty, Holly Marie Combs et Alyssa Milano, mais aussi un personnage clé, Tyler Layton, qui joue Matthew. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que Tyler Layton doit incarner un personnage venant d'une autre époque, avec une manière de parler, de se tenir et de réagir totalement différente des autres personnages. Ce qui demande un vrai travail d'interprétation pour rester crédible tout en s'intégrant dans une série moderne. Du côté des actrices principales, cet épisode est aussi en tournant, car elles doivent jouer face à un personnage, leur ancêtre, qui représente littéralement leur origine, ce qui ajoute une dimension émotionnelle particulière dans leurs interactions. Et cette dimension est volontairement renforcée par la mise en scène. Comme beaucoup d'épisodes de la saison 1, celui-ci contient plusieurs erreurs connues et documentées par les fans et les bases de données spécialisées. Problème de continuité visuelle. La position des objets change entre les plans, notamment le pendentif. Les mouvements de télékinésie ne correspondent pas toujours aux réactions physiques. Les incohérences dans les pouvoirs. Matthew copie les pouvoirs très rapidement, sans limite apparente. La logique de résistance au pouvoir n'est pas encore clairement définie. Et le problème de montage.
Certaines transitions sont brusques. Des scènes semblent légèrement raccourcies ou coupées. Ces éléments sont typiques des premières saisons. La série est encore en train de poser ses règles. Les scénaristes utilisent dans cet épisode pour introduire plusieurs éléments majeurs, mais sans encore parfaitement les encadrer. Par exemple, l'invocation d'un ancêtre est présentée comme accessible. Les règles magiques ne sont pas encore strictes. Le système des pouvoirs est encore flexible. Ce qui peut aujourd'hui sembler incohérent était en réalité une phase de test narrative. Les scénaristes explorent ce qui fonctionne. Un élément intéressant est souvent révélé par les analyses de la série est que cet épisode fait partie des premiers où les scénaristes ont consciemment commencé à construire une mythologie à long terme, en introduisant Melinda Warren comme point d'origine, alors que les tout premiers épisodes étaient davantage conçus comme des histoires indépendantes, ce qui nous montre clairement un changement de direction dans l'écriture de la série au cours de cette première saison. Cet épisode est donc un mélange fascinant d'ambition narrative, de contraintes techniques, d'expérimentation. Il montre qu'une série est en pleine évolution encore. Pas encore parfaite, mais déjà en train de devenir culte. Et c'est précisément parce que cet épisode révèle à la fois les limites techniques d'une production télévisuelle à la fin des années 90, les choix narratifs encore en construction et l'implication d'acteurs qui commencent à comprendre l'ampleur de l'univers qu'ils sont en train de créer, tout en posant les bases d'une mythologie qui deviendra centrale dans les saisons suivantes. Que l'on comprend que l'expérience du spectateur ne repose pas uniquement sur la version originale américaine, mais aussi sur son adaptation à l'international, et notamment en France, où le doublage va jouer un rôle absolument essentiel dans la perception et le succès de la série. Ce qui nous amène naturellement à plonger maintenant dans l'univers du doublage français et de ses coulisses. Lorsque l'épisode La sorcière de Salem arrive en France, il ne s'agit pas simplement d'une traduction, mais d'une véritable recréation sonore et émotionnelle. Car le doublage français de Charmed, réalisé à la fin des années 90 dans des studios parisiens spécialisés, repose sur un travail d'adaptation complet qui doit respecter à la fois le jeu des acteurs originaux, les contraintes de synchronisation labiale et les attentes du public français. Ce qui est particulièrement complexe dans un épisode comme celui-ci où se mêlent langage moderne, références historiques et tonalité dramatique. Dans cet épisode précis, le défi est encore plus grand car il y a deux niveaux de langage. Le langage contemporain des sœurs Halliwell, ainsi que le langage ancien et formel de Melinda Warren. Et cette différence doit être ressentie immédiatement, sans perdre la fluidité des dialogues. Dans cet épisode, on retrouve les voix françaises principales. Anne Rondeleux pour Prue Halliwell, Dominique Chauby pour Piper et Magali Barnet pour Phoebe. Ce qui est remarquable, c'est que chacune apporte une nuance spécifique dans cet épisode. Anne Rondeleux accentue le côté autoritaire et rationnel de Prue, notamment dans les scènes où elle doit gérer la crise provoquée par Matthew. Dominique Chauby, qui joue davantage sur la retenue émotionnelle,
ce qui renforce le contraste avec la gravité de la situation. Et Magali Barnet, quant à elle, donne à Phoebe une spontanéité et une curiosité très marquées, particulièrement visibles lors des scènes de vision. Le doublage français renforce ici la dynamique des personnages plutôt qu'il ne la copie simplement. Dans un épisode comme celui-ci, les adaptateurs français doivent faire des choix importants. Car certaines expressions anglaises, notamment liées à la sorcellerie ou à l'époque de Salem, n'ont pas d'équivalent direct en français. Exemple typique. Le célèbre « Blessed Bee » utilisé par Mélinda. En version française, cette expression est souvent adaptée de manière plus neutre ou légèrement modifiée. Car une traduction littérale « béni soit » pourrait paraître trop religieuse ou artificielle dans un contexte français télévisuel des années 90. Cela montre une règle fondamentale du doublage. On ne traduit pas mot à mot. On adapte pour que ça sonne naturel. Le doublage de Charmed est supervisé par une direction artistique qui donne des indications précises aux comédiens. Le ton émotionnel, ainsi que le rythme des phrases, et pour finir, l'intensité dramatique. Dans cet épisode, la direction artistique française insiste particulièrement sur deux aspects. Le contraste temporel. Mélinda doit sembler venir d'une autre époque, donc il nous faut un ton plus posé, ainsi qu'une diction plus formelle, ainsi que la tension dramatique. Les scènes avec Matthew doivent être plus intenses, voix plus graves, ainsi qu'un rythme plus rapide. La version française est parfois légèrement plus dramatique que la version originale. À cette époque, le doublage se fait souvent en boucle, c'est-à-dire que les comédiens enregistrent leurs répliques scène par scène, sans forcément suivre l'épisode dans l'ordre narratif complet. Ce qui signifie que pour un des épisodes comme celui-ci, avec une évolution émotionnelle forte, notamment pour Phoebe, avec sa vision du passé, la comédienne Magali Barnet doit ajuster son jeu uniquement à partir des indications du directeur artistique et de l'image, sans toujours avoir la continuité complète du récit. Ce qui rend la cohérence émotionnelle encore plus impressionnante à l'écoute finale. Je vais vous parler maintenant des erreurs et particularités de la version française. Comme beaucoup de doublages des années 90, la version française de cet épisode présente quelques particularités et petites erreurs. Certaines répliques sont interprétées avec une intensité différente dans la version originale. Nous avons la simplification de certains termes. Certains éléments liés à la sorcellerie sont rendus plus accessibles. Et pour finir, l'adaptation culturelle. Des formulations sont modifiées pour correspondre au public français. Petite analyse. Ces différences ne sont pas des erreurs au sens strict. Ce sont des choix d'adaptation. Mais ils modifient légèrement la perception de certaines scènes. Pour beaucoup de spectateurs français, Charmed est avant tout une expérience en version française. Et dans cet épisode en est un bon exemple. Car la voix de Prue renforce son autorité. Celle de Phoebe accentue son côté intuitif. Et celle de Piper équilibre l'ensemble. La version française devient presque une
œuvre à part entière. Le doublage français de cet épisode n'est pas une simple traduction. C'est une adaptation culturelle ainsi qu'une interprétation artistique et une reconstruction émotionnelle. Il transforme légèrement l'épisode tout en respectant son essence. Et c'est précisément parce que cette version française, avec ses choix d'adaptation, ses nuances d'interprétation et ses contraintes techniques du propre au doublage à la fin des années 90, parvient à recréer toute la tension dramatique, ainsi que la richesse émotionnelle de l'épisode, tout en y apportant une sensibilité différente. Que l'on comprend que pour une grande partie du public, l'expérience de Charmed passe autant par ses voix que par les images. Ce qui nous amène naturellement à nous pencher maintenant sur des anecdotes encore plus spécifiques, parfois méconnues, qui entourent cet épisode et son héritage. L'épisode La sorcière de Salem, The Witch is Back, est diffusé le 16 décembre 1998 sur la chaîne Warner Bros. À un moment très stratégique dans la saison 1, puisque la série commence justement à consolider son audience et à fidéliser son public après plusieurs épisodes, encore très indépendants dans leur structure, ce qui signifie que cet épisode arrive exactement au moment où Charmed commence à passer d'un format monstre de la semaine à une série avec une véritable continuité narrative et mythologique, notamment grâce à l'introduction de leur ancêtre Melinda. Ce qui est confirmé par le fait que cet épisode est souvent considéré comme un pivot dans la construction de l'univers global de la série. En termes de diffusion internationale, l'épisode sera ensuite doublé et diffusé en France au début des années 2000, notamment sur M6, dans une période où les séries américaines commencent à connaître un énorme succès auprès du public français, ce qui va fortement contribuer à l'ancrage culturel de Charmed en version française. Ce qui est important ici-là, c'est que cet épisode est découvert par une grande partie du public français directement en version française, ce qui influence profondément sa perception. À l'époque de sa diffusion, les critiques professionnelles de cet épisode précis sont limitées, car Charmed n'était pas encore une série analysée, épisode par épisode, comme aujourd'hui. Mais les éléments disponibles montrent que la série commence à être reconnue pour sa capacité à mélanger drame, fantastique et relations humaines. Cependant, ce sont surtout les analyses rétrospectives et les retours des fans qui permettent de comprendre l'impact de cet épisode. Par exemple, certaines critiques modernes soulignent que l'épisode est intéressant pour sa mythologie, mais parfois critiqué pour certains éléments. Accent jugé exagéré dans les scènes historiques, casting de Melinda parfois considéré comme peu ressemblant aux sœurs, mélange entre sérieux et ton léger. Cela nous montre que dès cet épisode, Charmed adopte un style très particulier. Un mélange entre drame sérieux et tonalité presque fantasy accessible. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la réception côté fan. Sur des discussions de communauté comme Reddit, cet épisode est souvent considéré comme un épisode marquant, un classique de la saison 1 et un moment important pour la mythologie. Exemple de ressenti d'un fan que je vous ai apporté.
One of my favorite episodes, we get family, history, action and romance. Ou encore The Witch is Back is a series classic. Donc, une petite analyse, ça veut dire que les fans retiennent surtout l'introduction de Melinda, ainsi que l'aspect familial, mais aussi le développement des pouvoirs. Ce n'est pas l'action qui marque, c'est la mythologie. Je redis bien et précise bien la mythologie. En France, l'impact de cet épisode est légèrement différent. Car le public français découvre une série doublée, un univers encore peu connu et une narration accessible. Et surtout une forte identification au personnage grâce aux voix françaises. C'est ce qui fait tout le travail. Ce qui fait que, pour beaucoup de spectateurs français, l'émotion passe autant par les dialogues que par l'interprétation vocale. Certains moments sont perçus différemment qu'en version originale, par contre. C'est ici que ça devient très intéressant. Dans cet épisode, plusieurs différences concrètes existent entre la version originale et la version française. En version originale, Melinda Warrell parle avec un accent ancien légèrement marqué, parfois jugé exagéré. En version française, cet accent est accent atténué et le langage est plus fluide. En conséquence, le personnage paraît moins historique mais plus accessible. Certaines expressions, comme dit précédemment Blessed Be, référence Wiccan, sont adaptées en français. Analyse, la version française simplifie le vocabulaire ésotérique pour le rendre compréhensible au grand public. En version originale, le jeu est plus naturel et même parfois plus léger. En version française, jeu plus dramatique et plus appuyé. En conséquence, certaines scènes paraissent plus intenses en français. Le personnage de Matthew est aussi perçu différemment. En version française, il adopte le charme plus la menace. Alors qu'en version française, la menace va être plus marquée. Cela modifie légèrement la relation avec Melinda. Alors par contre, un point intéressant relevé dans les analyses et discussions de fans est que cet épisode introduit des règles magiques, comme l'invocation d'ancêtres, qui seront traitées différemment dans les saisons suivantes, notamment dans la manière d'invoquer ou de représenter les ancêtres, ce qui montre que même si cet épisode pose des bases importantes dès le début, la série n'a pas encore totalement stabilisé son propre univers magique. Et cela a été remarqué par les fans comme une incohérence récurrente dans les saisons ultérieures. Avec le recul, cet épisode a un impact majeur. Il pose la mythologie, il introduit la lignée, il va aussi faire évoluer Phoebe, mais aussi élargir l'univers. Mais surtout, il change la perception de la série. Avant, on aurait pensé que ce serait que juste une série fantastique. Mais maintenant qu'on a vu cet épisode, on va penser à une saga familiale magique. Cet épisode est donc un cas très important. Il accueille positivement par les fans, parfois critiqué pour ses limites techniques, et aussi transformé légèrement par la version française, mais surtout profondément marquant dans l'histoire de la série. Et c'est précisément parce que cet épisode a marqué à la fois la construction de la mythologie dans la série, la perception du public international et l'attachement émotionnel des fans,
tout en révélant les différences subtiles mais importantes entre la version originale et la version française, que l'on comprend que derrière ce succès se cachent encore de nombreuses anecdotes méconnues, parfois liées aux acteurs eux-mêmes, à la production ou à des détails que seuls les spectateurs les plus attentifs ont pu remarquer, ce qui nous amène naturellement à explorer. Maintenant, une dernière série d'anecdotes et de secrets autour de cet épisode. L'objet clé de l'épisode, le pendentif appelé Culture Hearts. Ce n'est pas qu'un simple accessoire scénaristique, car selon les informations de production et les éléments visibles à l'écran, il représente en réalité l'un des premiers exemples dans la série d'un artefact magique contenant un ennemi, ce qui deviendra plus tard une mécanique récurrente dans Charmed, où certains démons ou sorciers ne sont pas détruits mais enfermés. Ce qui montre que dès cet épisode, les scénaristes expérimentent une alternative à la simple destruction du mal en introduisant l'idée d'une punition éternelle plutôt qu'une élimination définitive. Le petit détail invisible que vous n'avez peut-être pas remarqué, le pendentif est toujours filmé en gros plan, jamais en plan large lors des moments clés. Ce n'est pas un hasard. Cela renforce son importance symbolique. Le nom Prue, un détail familial caché que je vais vous révéler. Pour certains d'entre vous, vous ne savez peut-être pas, mais c'est un détail très discret mais confirmé dans l'épisode. Prue partage son prénom avec la fille de Melinda Warren. Ce n'est jamais surexpliqué dans l'épisode, mais c'est une information capitale. Cela signifie que la lignée des sœurs Halliwell n'est pas simplement magique, elle est aussi symboliquement circulaire. Les noms, comme les pouvoirs, se transmettent. Dans cet épisode, Matthew Tate peut copier les pouvoirs des sœurs simplement en étant exposé à eux. Mais un détail subtil apparaît. Il ne copie les pouvoirs qu'après interaction directe. Exemple, Prue utilise la télékinésie. Sur lui, il l'obtient directement. Deuxième exemple, Phoebe a une vision en contact avec lui. Il la récupère. Cela suggère une règle implicite. Le pouvoir se transmet par exposition active, pas passive. Mais cette règle ne sera jamais clairement définie dans la suite de la série. Ce flou est un indice que les règles du monde magique sont encore en construction à ce moment-là. L'acteur qui joue Matthew apporte un détail de jeu très subtil. Il reproduit physiquement les gestes de Prue Halliwell lorsqu'il utilise la télékinésie. Ce n'est pas un effet spécial, c'est un choix d'acteur. Il plisse les yeux comme Prue, il reproduit sa gestuelle. Cela renforce visuellement l'idée que ils ne veulent pas seulement le pouvoir, ils imitent aussi la personne. Dans l'épisode, Melinda est condamnée à être brûlée. Mais historiquement, lors des procès des sorcières de Salem, les condamnations se faisaient par pendaison et non par bûcher. Ce n'est pas une erreur ignorée, c'est un choix narratif. Pourquoi ? Parce que le feu est plus dramatique, plus symbolique et plus associé à l'imaginaire des sorcières. Dans une scène, Melinda Warren a une vision des générations futures. Elle parle de plusieurs générations de filles. Ce détail est confirmé dans la série bien plus tard. Phoebe
aura uniquement des filles. C'est une forme de foreshadowing, anticipation narrative, dit en français, mais à l'époque, le spectateur ne peut pas encore le comprendre. Dans la scène finale où Matthew est aspiré dans le pendentif, les mouvements de tête des sœurs ne correspondent pas au timing de l'effet visuel. Pourquoi c'est intéressant? Parce que cela révèle un décalage entre tournage réel et effets ajoutés en post-production. Petit détail visible de ça. Les actrices jouent une scène sans voir l'effet final. Dans cet épisode, certaines musiques utilisées notamment au café et lors des transitions viennent de morceaux déjà existants comme In the Air Tonight version reprise. Cela montre une pratique typique des séries des années 90. Réutiliser des musiques connues, renforcer l'émotion rapidement, mais aussi cela ancre la série dans son époque. Donc, les années fin 90, voire début 2000. Cela montre aussi une limite classique des séries longues, où certaines idées fortes ne sont pas exploitées ensuite. Un détail très discuté par les fans et observable dans la série. Les sœurs disent qu'elles pourraient rappeler Melinda, mais elles ne le feront presque jamais ensuite. Cela recrée une incohérence importante. Si l'invocation est possible, pourquoi ne pas l'utiliser plus souvent? Cet épisode est rempli de détails invisibles. Les objets symboliques, les règles implicites, ainsi que des incohérences révélatrices, mais aussi des indices sur le futur. Mais surtout aussi, il montre une série en train de se construire presque en direct. Et c'est précisément parce que cet épisode cache autant de détails invisibles, des symboles directs et discrets, de choix d'acteurs subtils, d'erreurs techniques révélatrices et d'indices narratifs qui ne prendront tout leur sens que bien plus tard dans la série. Qu'il devient, avec le recul, bien plus qu'un simple épisode de la saison 1, mais une véritable pièce fondatrice de l'univers de Charmed. Une sorte de point de départ, à la fois imparfait et fascinant, où tout est encore en train de s'écrire. Ce qui nous rappelle à quel point chaque détail, même le plus discret, peut participer à la construction d'une œuvre culte. Et c'est là que je vais vous laisser, car c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous en avez appris encore. Et pour moi, je vais aller prendre mon repas du midi. Sur ce, je vous remercie. C'était Brian Allais pour le podcast Charmed, l'envers du sortilège. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 10 de la saison 1. En attendant, prenez soin de vous. Et comme je dis souvent, le pouvoir des trois nous libérera. À bientôt.